Cette femme a écrit un livre pour enfants sur le deuil de leur père alors que c'est elle-même qui l'a tué. Même le culot est étonné. En avril 2022, une femme est assise sur le plateau d'une matinale dans l'Utah. Elle a une voix douce, elle tient un livre pour enfants et elle explique aux téléspectateurs qui la regardent comment elle a aidé ces 3 petits garçons à accepter le décès de leur père. Le livre s'appelle Are You With Me? Tu es avec moi, et sur la couverture, on y voit un papa avec des ailes d'ange. Ce que personne ne sait à ce moment-là dans ce studio, c'est qu'un jury va mettre 4 ans à déterminer que c'est elle, l'autrice du décès de son mari. Tout démarre à Camas, dans l'Utah, un village niché entre les montagnes de 3000 habitants. Eric Richins a 39 ans, il est maçon, il a monté sa boîte tout seul. Il fait de la taille de pierre pour le bâtiment et c'est un homme qui est très investi dans les activités extérieures. Il est sportif, il est entraîneur d'une petite équipe de foot, d'une équipe de basket et d'une équipe de baseball pour enfants. Bref, c'est un hyperactif. Il est marié avec Kouri Richins, 33 ans. Elle est agent immobilier. Son travail, c'est de racheter des maisons, les rénover et les revendre pour faire une plus-value. Ils sont mariés depuis 9 ans. Ils ont 3 garçons. Et si on en croit leurs réseaux sociaux, c'est le couple parfait. La nuit du 3 au 4 mars 2022, selon Kouri, le couple fête quelque chose de spécial. La jeune femme vient de signer le plus gros contrat de sa carrière. Elle prépare un cocktail alcoolisé pour son mari. Ils trinquent tous les deux, ils discutent, puis elle part dormir dans la chambre d'un de ses fils. À 3 heures du matin, elle appelle le 911. Lorsque les secours arrivent, Eric est complètement froid, il est décédé depuis plusieurs heures, il est au pied du lit. On pense tout d'abord à un accident, Eric prend des médicaments pour ses maux de dos et peut-être qu'avec le cocktail qu'il a bu, ça a fait un mauvais mélange et qu'il en est décédé. Sauf que quand la sœur d'Eric arrive à la maison, elle ne croit pas du tout à la théorie de l'accident puisqu'il avait prévenu avant. Voilà ce qu'Eric a fait 16 mois avant son décès. En novembre 2020, il va voir une notaire spécialisée dans les successions. Il crée un trust et nomme sa sœur administratrice et non sa femme. La notaire, qui a témoigné sous serment, a expliqué au tribunal qu'Eric avait 2 demandes. Se protéger à court terme de ce qu'il décrivait comme un détournement de ses finances par sa femme et à long terme, protéger ses fils pour s'assurer que Kouri ne gère pas son argent et que ce soit sa sœur qui le fasse afin que ça bénéficie à ses 3 fils. Dans le même temps, il a également consulté une avocate spécialisée en divorce et il a changé son testament de façon à ce que Kouri ne reçoive rien du tout de lui. Bien entendu, Kouri n'est au courant de rien, elle ne découvrira ce trust qu'au moment du décès d'Eric. La police va lui expliquer que la maison dans laquelle elle vit ne lui appartient pas et qu'elle doit tout simplement partir. Selon les documents de l'enquête et d'après 2 personnes de la famille d'Eric, il craignait pour sa vie, il craignait que sa femme lui enlève la vie pour lui voler de l'argent. Néanmoins, il voulait s'assurer d'une chose, c'est que ses fils ne manquent de rien et qu'ils soient protégés s'il lui arrive quelque chose. 2 mois avant son décès, le 1er janvier 2022, quelqu'un se connecte sur le compte d'assurance vie d'Eric et en change le bénéficiaire pour remettre Kouri comme étant la bénéficiaire principale. L'assurance vie d'Eric, c'est pas rien, c'est 2 millions de dollars. 63 jours plus tard, Eric est décédé. Lorsque l'autopsie tombe, sans surprise, il est décédé à cause du fentanyl. Il avait consommé 5 fois la dose létale. Et le procureur dira au jury lors du procès que cette quantité extraordinaire était intentionnelle. C'est impossible que c'est été un accident. Le mobile, il est assez simple à dessiner. On sait que le jour de son décès, le patrimoine d'Eric vaut environ 4 millions de dollars. De son côté, Kouri a 8 millions de dollars de dettes. Sur les 5 mois précédant le décès d'Eric, sa société à lui génère 170 000 dollars de bénéfices, de recettes. Et du côté de la société de Kouri, elle génère 250 000 dollars de dettes par mois. C'est énorme. Environ 1 mois avant le décès d'Eric, une nouvelle assurance vie a été souscrite sur sa tête. Le bénéficiaire n'est nul autre que Kouri, sa femme. Et d'après l'accusation, la signature d'Eric, qui est censée être sur le document, est fausse. C'est impossible que ce soit lui qui l'ait fait. Le lendemain du décès de son mari, Kouri signe seul l'acquisition d'un manoir d'une valeur de 3,9 millions de dollars qu'elle espérait revendre assez vite avec une plus-value colossale. Colle quand même avec les 4 millions de dollars
qu'elle devait recevoir, hein. Là, ce que je viens de vous donner, c'est les détails évidents, les indices évidents qui pointent vers cette femme, mais il y a tous les autres qui ont été évoqués pendant le procès, comme par exemple, pendant l'appel du 911, l'opératrice lui a demandé de se mettre en haut-parleur, de poser le téléphone à côté d'elle et de faire le massage cardiaque à 2 mains. Et on sait, hein, par rapport à la sensibilité du micro, grâce au capteur de proximité du téléphone, qu'elle était juste à côté du combiné, ce qui veut dire qu'elle le tenait à l'oreille. Elle n'a même pas essayé de faire un massage cardiaque à son mari. Le matin même du décès, on voit qu'elle a consulté des gifs sur son téléphone, des gifs qui semblaient célébrer une arrivée d'argent. On sait également qu'elle a eu un amant qu'elle a rencontré lors d'un de ses chantiers, un ancien militaire à qui elle aurait demandé s'il savait comment on pouvait se débarrasser de quelqu'un. Bref, il y a beaucoup de choses qui l'incriminent, mais il reste une question fondamentale qui est où est-ce qu'elle a trouvé le fentanyl? C'est illégal, d'autant plus qu'elle habite au fin fond de l'Utah, donc c'est pas si facile à trouver que ça. Et la réponse de l'accusation, c'est la femme de ménage du couple. Elle était à leur service depuis environ 9 ans et c'est une femme qui a un passif d'ancienne consommatrice de substances. On sait que Coury lui a demandé si elle pouvait lui procurer des forts antidouleurs pour un de ses clients. Elle aurait employé une expression glaçante pour désigner ce qu'elle recherchait. Elle lui a parlé du truc qu'avait pris Michael Jackson. Carmen aurait dit à Coury que le seul truc qu'elle pouvait lui obtenir, c'est du fentanyl. Et Coury lui a dit « Ok, vas-y ». 2 jours après le décès d'Eric, Carmen appelle son employeuse. Elle lui dit « S'il te plaît, dis-moi que les cachets que je t'ai donnés n'étaient pas pour lui. » Et elle lui aurait répondu que non, Eric était décédé d'une rupture d'anévrisme. Rien à voir. Ce que je viens de vous dire, c'est basé uniquement sur le témoignage de Carmen, puisque les messages entre les 2 femmes ont été effacés. Les dates correspondent, mais on n'a plus l'intérieur des conversations qu'elles ont eues entre elles. Du côté de la défense, ils ont passé leur temps à démonter le témoignage de Carmen, notamment grâce à un enregistrement de la bodycam des inspecteurs qui sont venus sur place ce soir-là, où on les entend clairement dire à Carmen que si elle les aide, si elle leur donne les détails suffisants, ils lui garantissent l'immunité, mais si elle ne le fait pas, elle risque 7 ans de prison. Autant vous dire qu'on lui a mis pas mal de pression sur le dos. Deuxième truc qui est hyper frappant, c'est qu'au domicile du couple, aucune trace de stupéfiant n'a été retrouvée, aucune trace de fentanyl, mais les verres qui ont été utilisés lors de l'apéro, là, quand ils ont trinqué tous les deux, n'ont pas été analysés puisqu'ils ont été mis au lave-vaisselle, que tout ce qui pu y avoir à l'intérieur a disparu. On sait qu'Eric souffrait de pas mal de maladies à cause de son métier. Il avait mal partout, il revenait du Mexique. Il avait acheté des gummies pour le soulager, mais on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Seul revendeur de substances qu'il y a dans le coin a été interrogé et il n'a pas eu de fentanyl sur la période du décès de cet homme. Ce que personne ne peut affirmer à ce moment-là de l'histoire, c'est comment le fentanyl est rentré dans le corps de cet homme. Je vous ai dit au tout début de l'histoire qu'elle a rédigé un livre pour aider ses enfants à passer outre le décès de leur père. Pendant le procès, on a appris via divers SMS que c'est un prête-plume qu'il a écrit pour elle. De son côté, Coury est juste à l'origine du livre censé aider ses enfants. Le 16 mars 2026, le jury délibère pendant moins de 3 heures et le verdict est sans appel. Elle est reconnue coupable et condamnée à la perpétuité incompressible avec aucune possibilité de remise en liberté conditionnelle. Du côté de ces 3 enfants, âgés de 9 à 13 ans, ils ont écrit une lettre pour le tribunal en disant qu'ils souhaitaient la peine la plus lourde possible à l'encontre de Coury. Aucun d'entre eux ne se sentirait en sécurité s'ils savaient qu'elle était libérée. Ils ne veulent plus du tout l'appeler maman. Le 30 mai 2026, soit il y a un peu plus de 4 semaines, ces avocates ont déposé une requête de 14 pages demandant l'annulation du verdict et l'obtention d'un nouveau procès. Le 1er juillet, le juge qui a présidé le procès où elle a été condamnée s'est retiré de l'affaire et à l'heure où je publie cette vidéo, aucune nouvelle décision n'a été rendue. Coury Richins doit toujours répondre de 26 chefs d'accusation. Et là, Bestie, je te pose une question. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour un décès sans savoir comment ça s'est déroulé, sans avoir de preuves directes de son implication dans celui-ci?